Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde Mobilité hydrogène et e-fuel, les combustibles de demain. Je ne vais pas me mettre devant les micros. Donc, je suis Julie Mougin, je travaille au CEA, je suis adjointe au directeur du LITEN en charge des technologies hydrogène et je suis ravie d'animer cette table ronde avec nos invités que je vous présenterai dans quelques minutes. Alors, on va parler de mobilité. Et donc, vous le savez sans doute, le secteur du transport, c'est celui qui dépend le plus des combustibles fossiles. Et en 2021, il représentait à lui seul 37% des émissions de CO2, d'après l'IEA, ce qui fait à peu près 7,7 gigatonnes de CO2. Alors qu'il s'agissait d'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19, les émissions ont recommencé à augmenter drastiquement suite à l'augmentation de la demande et l'adoption de carburants alternatifs reste encore très limitée. Et donc mettre ce secteur sur la bonne voie du scénario Net Zero Emission, qui vise 6 gigatonnes d'émissions de CO2 en 2030, va nécessiter d'une part la mise en œuvre d'un large éventail de politiques pour encourager une évolution vers des modes de transport moins carbone intensifs, et d'autre part des solutions techniques qui vont présenter une meilleure performance énergétique pour réduire l'intensité carbone de tous les modes de transport. Alors il n'y a pas nécessairement une solution unique. Le meilleur choix va dépendre des usages, bien sûr, et des éléments géographiques qui peuvent rendre une solution économiquement ou environnementalement pertinente ou pas. Alors que l'électricité semble être l'avenir pour les véhicules légers, les combustibles alternatifs aux carburants fossiles sont très pertinents pour d'autres types de mobilité. Avec nos invités, nous allons avoir l'opportunité de parler d'une part de l'hydrogène, qui peut être mis en œuvre soit dans des moteurs à combustion, soit dans des piles à combustible, et d'autre part au carburant de synthèse. Et donc pour aborder ce sujet passionnant, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Monsieur Didier Arénal, président d'EHM. C'est un industriel expérimenté dans le domaine de la défense et de l'automobile. Il a développé des entreprises en France et en Europe, en travaillant notamment avec des grands comptes, et il possède une formation d'ingénieur diplômé d'HEC. EHM, pour Efficient Hydrogen Motors, est une start-up innovante qui se concentre sur la décarbonation des mobilités lourdes. Leur expertise couvre la conception, la fabrication et la distribution de solutions basées sur l'hydrogène, allant de la vente d'hydrogène à la conversion de véhicules lourds. Et ils développent en particulier un moteur à combustion hydrogène puissant pour les camions, les bus et les groupes électrogènes. Nous accueillons aussi Jules Billier, directeur délégué d'Inocel. Donc, Jules est diplômé de l'ESSEC Business School avec un cursus international dont Cornell University. Il a occupé les responsabilités de directeur de cabinet et du marketing opérationnel du groupe ACA, contribuant significativement à la stratégie du groupe et à son implantation opérationnelle. Inocel conçoit, produit et commercialise des piles à combustible forte puissance, modulaires dans les secteurs du stationnaire, de la marine et de la mobilité terrestre. Et son savoir-faire englobe le développement de technologies piles à combustible ainsi que l'intégration dans un système complet. Inocel accompagne également ses clients avec des services de maintenance prédictive, de monitoring et de contrôle avancé. C'est une société française implantée sur 2 sites stratégiques, un centre de R&D et une gigafactory qui accueillera une ligne de production capable de produire des dizaines de milliers d'unités par an. Et enfin, Benoît Decour, cofondateur d'Élise Énergie, dont il est le directeur produit, marketing et affaires publiques. Après une carrière dans l'industrie chez Schlumberger puis dans la recherche à University College London, il explore depuis plus de 15 ans les modèles économiques de l'hydrogène et ses dérivés. Il est l'auteur de plusieurs rapports et publications scientifiques sur les e-fuels dont nous allons parler abondamment tout à l'heure. Élise Énergie, fondée en 2020, est une PME industrielle française indépendante, pionnière dans la production de molécules bas carbone. Grâce à la production d'hydrogène vert et au captage de CO2, Élise Énergie produit localement du e-méthanol et des carburants d'aviation durables à destination de ses clients, les industriels de la chimie, les opérateurs maritimes et les compagnies aériennes. Alors après avoir introduit brièvement nos 3 orateurs, je voudrais d'abord commencer par leur poser une question à tous les 3. Comment voyez-vous la complémentarité entre les e-fuels et l'hydrogène, qui sont les 2 aspects que nous allons aborder aujourd'hui en tant que carburant pour la mobilité? Alors je commence dans l'ordre. Allez, Jules. Merci Julie, bonjour à tous. Je suis ravi de faire partie de cette table ronde et d'échanger aujourd'hui. Pour ma part, je vais commencer par quelque chose de légèrement politiquement incorrect. C'est très très français souvent de vouloir comparer les solutions et de les opposer. Et à l'inverse, je pense qu'aujourd'hui, on a 3 solutions qui sont très complémentaires et que le jour où on sera réellement concurrent, en fait, on aura déjà gagné la bataille parce qu'il y a tellement à faire et il y a un mix énergétique à remplacer et faire une transition qui est finalement
en termes de volume extrêmement importante. Donc on doit travailler sur différentes solutions, les faire progresser, et elles sont adaptées à des cas d'usage qui sont complémentaires. Donc pour ma part, aujourd'hui, je pense vraiment que ça a un sens d'échanger et de regarder en quoi toutes ces solutions sont complémentaires. Merci Jules. Bonjour à tous. Moi, ce que je rajouterais par rapport à ça, c'est simplement que de la même manière que l'hydrogène permet d'électrifier des usages qu'on ne peut pas électrifier directement par l'intermédiaire de l'hydrogène, les e-fuels permettent d'utiliser de l'hydrogène, donc de l'électricité, dans des usages pour lesquels l'électrification directe ou l'usage direct de l'hydrogène ne sont pas possibles. Et l'exemple type, c'est évidemment le secteur aérien, à minima les segments moyens et long courrier. Donc pour nous, il y a vraiment la complémentarité qui a été rappelée à l'instant. Et puis par ailleurs, dans nos modèles économiques, la production d'hydrogène, c'est l'essentiel de nos déterminants de coûts. Et donc on est aligné en intérêt avec la filière pour réduire les coûts, engranger les économies d'échelle, les effets d'apprentissage pour avoir des molécules les plus compétitives ou les plus accessibles possibles. Merci. Merci. Donc Didier Arénal, bonjour mesdames et messieurs. Enchanté d'être aussi ici et puis d'échanger avec les collègues. Parce que nous, on vient de Brest, il y a Belfort, il y a Lyon. En fait, on est les quatre coins de la France et ça nous fait vraiment plaisir d'échanger. Par rapport à ce qu'on dit, l'enjeu est tellement énorme aujourd'hui. On parlait de plus de 30% des émissions de carbone. En Europe, il y a 8 millions de camions qui roulent aujourd'hui à polluer à longueur de temps. Donc là, on parlait tout à l'heure des avions, etc. Donc vous imaginez d'où on part, quoi. On a vraiment tout à faire. Et aujourd'hui, les pages sont souvent blanches. C'est-à-dire que aussi bien du côté réglementaire que du côté entrepreneur, que du côté fonds. Enfin, on part vraiment de très loin. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc merci de participer et puis d'aider à la transition énergétique, parce que là, c'est une affaire. Enfin, tout le monde, tous les gens autour de la table ont leur part à prendre de toute manière. Merci messieurs pour cette vision positive et complémentaire de ces deux molécules et de ce qu'elles peuvent apporter. Alors on va peut-être parler un petit peu technique. Didier Arénal, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce moteur à combustion interne? Quel est l'intérêt par rapport à un moteur à combustion classique? Alors nous sommes partis du constat que pour ne pas produire de CO2, il faut récupérer le maximum de matériaux. Donc par exemple, par rapport au camion, on va récupérer pratiquement tout le camion. On n'enlève que le moteur du camion et on va remplacer par notre moteur de conception, sur lequel nous avons à l'heure actuelle 4 brevets spécifiques. Alors un moteur classique, si on lui met de l'hydrogène, ça peut fonctionner, sauf qu'au bout de entre 20 et 30 000 km, il va se passer une chose, il va y avoir des fissurations internes et le moteur va exploser en fait. Voilà, c'est pas compliqué. C'est dommage. Voilà. Donc il faut changer tellement de choses de toute façon dans un moteur classique que nous sommes partis from scratch, c'est-à-dire qu'on a adapté entièrement la conception du moteur à l'hydrogène, c'est-à-dire les matériaux, le cycle. On est sur un cycle 5 phases. On est parti de zéro pour avoir le meilleur rendement et tout est vraiment étudié pour ces fameux hydrogènes. Ouais. Quels sont les principaux challenges technologiques et économiques pour cette technologie? Vous savez que l'hydrogène, c'est la plus petite molécule qu'il y a dans l'espace. Donc, elle passe un peu partout. Donc, il faut vraiment la capter et la maîtriser. Donc, ça, c'est le premier défi que nous sommes en train de faire. Et puis après, il y a la fameuse combustion où, quand on brûle de l'hydrogène, ça fabrique de l'eau à la sortie. Ça, tout le monde a appris ça en 3e ou 4e. Sauf que quand on est dans des combustions, il peut y avoir d'autres produits chimiques qui se créent. Et nous, notre défi, c'est de maîtriser tous ces produits chimiques qui se créent pour avoir vraiment que de la vapeur d'eau à la sortie du pot d'échappement. Quand est-ce que cette technologie sera prête pour être déployée massivement? Alors aujourd'hui, tous les plans, chez nous, tous les plans sont faits. On commence à recevoir les premières pièces. On amène 4 moteurs au banc d'essai à l'été. Et on a prévu d'aller à l'industrialisation d'ici 1 an et demi avec un partenaire industriel qui existe. Et alors, moi, on parlait tout à l'heure de Gigafactory. Moi, j'aime bien plutôt plein de petites entreprises un peu partout sur le territoire européen. Enfin, voilà, on vise l'Europe directement. Hein. Aujourd'hui, on a des actionnaires espagnols, on est en contact avec des Allemands, avec des Italiens. Je vais en Écosse la semaine prochaine. On raisonne vraiment Europe et on a un labo aux USA aussi.
Et récemment, il y a l'Australie. À chaque fois qu'on fait des calls comme aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui changent vraiment le monde. Et à chaque fois, on est vu et on a des gens qui viennent nous voir de partout dans le monde. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment très important. Et vous parliez tout à l'heure des camions. Est-ce que c'est votre segment de marché préférentiel ou vous allez couvrir quelque chose d'un peu plus large? Alors pareil, on fait avec les moyens qu'on a aussi. On est en cours de levée de fonds. On est en finalisation de 4 millions. Après, il faut aller chercher des fonds. On fait surtout avec les moyens que l'on a et puis les compétences et les partenaires que l'on a. Donc on s'est axé aujourd'hui sur un moteur de 165 kW pour les 19 tonnes et les bus. Et après, pour aller vers les 44 tonnes d'ici 1 an et demi, 2 ans. Et après, il y a d'autres marchés que l'on va adresser. Mais chaque chose en son temps aussi par rapport aux moyens. Très bien, merci. Alors, je voudrais maintenant poser presque les mêmes questions à Jules au sujet des piles à combustible. Alors, quel est l'avantage d'une pile à combustible par rapport aux solutions actuelles et aux solutions de remplacement également? Alors, il y a différents avantages par rapport aux piles à combustible et ce qui peut exister. Par rapport aux énergies fossiles et aux moteurs thermiques, bon, ça paraît assez évident. Par rapport aux différentes solutions qui sont représentées aujourd'hui sur scène, finalement, on a un niveau de rendement et d'efficacité au niveau des piles à combustible qui est fort. Quel est l'avantage de ce rendement-là? C'est l'équation économique, le total cost of ownership, qui est finalement le nerf de la guerre pour le très gros volume. Et aujourd'hui, on a des piles à combustible qui ont des rendements qui sont compris entre 50 et 60%, suivant si on parle du stack ou du système complet. Et ce rendement-là, il est encore en train d'évoluer et il s'améliore de manière significative, en partie par le hardware qui continue d'évoluer, puisqu'il y a des investissements qui sont massifs dans les piles à combustible, avec des centres de recherche qui sont bien connus de tous ici, qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets aussi, mais aussi sur la partie software, puisqu'on arrive aujourd'hui à avoir des niveaux de contrôle très très précis sur les réactions électrochimiques et encore améliorer le rendement et aussi la durée de vie, ce qui fait que l'équation économique devient de plus en plus intéressante et que les piles à combustible à terme ont la promesse d'avoir une équation économique qui soit la bonne, d'autant plus que quand on est sur les très fortes puissances, quand on parle de camions, de maritime ou autre, finalement faire une pile à combustible qui fasse 150 kW ou en faire une qui fasse 300, il n'y a pas une linéarité des coûts. Donc on a aussi un effet d'échelle et de volume sur la partie coût qui est très très intéressante. Après, il y a d'autres avantages qui sont liés au fait qu'il n'y ait pas aujourd'hui d'émissions aucune quand on a un fonctionnement d'une pile à combustible, pas de NOx, puisque dès qu'on a une combustion interne, il n'y a jamais de réaction parfaite, donc il y a toujours des réactifs, même si aujourd'hui ils sont de plus en plus contrôlés et c'est une bonne chose, ça permettra à d'autres solutions d'émerger. Mais voilà, c'est un avantage, il n'y a aucun NOx. Et après, c'est aussi l'avantage finalement d'avoir des propulsions qui peuvent utiliser des moteurs électriques. Moi, je suis un fan de compétition sportive, automobile. Au début, j'avais beaucoup de mal avec les voitures électriques. Et finalement, j'en ai acheté une et je commence à m'y convertir. Et il y a beaucoup de plaisir. Et il y a énormément d'avantages à la voiture électrique et au moteur électrique. Très peu de vibrations, très peu de bruit. Les piles à combustible, quand elles fonctionnent, elles ne font pas de bruit non plus. Il y a un niveau de coupe qui est extrêmement efficace et disponible instantanément, ce qui permet pour une utilisation trucks d'avoir des cas d'utilisation qui sont réellement améliorés. Et c'est aussi une réelle plus-value des piles à combustible. Alors, les challenges sont-ils techniques ou économiques? Ou les deux? Alors, ça ne manque pas de challenge, mais c'est pour ça que c'est intéressant et qu'on est là. Techniquement, le challenge aujourd'hui, on a des piles à combustible qui sont efficaces, qui sont bonnes. On continue d'améliorer le rendement, l'efficacité, tout ça. Ça évolue dans le bon sens. Le vrai challenge, c'est celui de ce challenge économique, puisque aujourd'hui, les piles ont été produites à des niveaux prototypes, pré-série, jamais industriels, ou en tout cas jamais dans les volumes qui sont ceux qu'on envisage aujourd'hui. Donc le challenge est là. Mais si on a lancé une Gigafactory qui a été annoncée hier et qu'on investit une centaine de millions forcément dans un projet comme ça, c'est qu'on a commencé à casser les premières barrières technologiques et économiques. Bonne nouvelle. Alors, quand est-ce que cette technologie sera déployée massivement du coup? Alors, nous, on a un start of production qui est prévu en 2024. Finalement, on ne pensait même pas aller aussi vite. C'est le time to market qui nous dicte le timing aujourd'hui. On a des clients qui cherchent des solutions dès 2024, surtout sur le stationnaire. Donc, on aura des solutions, non pas en masse, en centaines ou milliers d'unités dès l'année prochaine. Et ensuite, on va commencer à rentrer vraiment sur de la masse et parler de dizaines de milliers, plutôt horizon 2025-2026, quand le marché de la mobilité lourde va s'ouvrir, qui est le marché du très gros volume. D'accord. Ok. Et avez-vous des concurrents sur ces segments-là? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui se sont structurées autour des piles à combustible. On n'a pas de concurrents à proprement parler, puisqu'on a une particularité qui est très forte. On est finalement la seule entreprise qui a conçu et pensé depuis le début son développement produit et stratégie sur la très forte puissance.
Donc on est vraiment sur un segment sur lequel aujourd'hui on est à un positionnement qui est quasiment unique. Et on a des éléments différenciateurs sur cette pile qui nous permettent de nous passer quasiment de batterie. Donc on s'épargne des centaines de kilowatts de batterie. Encore une fois, total cost of ownership, côté écologique et autres, c'est un changement de paradigme pour la mobilité lourde. Donc avec tous ces différenciateurs, aujourd'hui on est sur un segment de marché où on est plutôt libre et en complémentaire à ce qui peut exister. Très bien, merci beaucoup. Alors Benoît, peut-être avant de vous poser les mêmes questions, est-ce que pour l'audience, vous pourriez nous expliquer quelle différence il y a entre un e-fuel et un carburant classique fossile actuel? Et comment on le fabrique du coup? Oui, bien sûr. Donc, par rapport au e-fuel, je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est qu'un e-fuel ou un e-méthanol ou un e-kérosène, c'est avant tout un méthanol ou un kérosène. La composition, c'est la même. La différence, elle tient vraiment dans le mode de production, puisque quand on prend l'exemple, par exemple, du méthanol, on va produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Et donc, la source d'énergie, c'est la raison du E dans le e-fuel, c'est l'électricité. Et ça permet d'aller chercher de l'électricité bas carbone, nucléaire, renouvelable. Ensuite, on va capter et recycler un CO2, une source de CO2 dans l'industrie, dans la bioénergie. Et ensuite, on va synthétiser le CO2 et l'hydrogène pour faire un alcool ou un hydrocarbure. L'hydrocarbure, c'est hydrogène et carbone, dans des réacteurs ou des réactions thermocatalytiques. Et ensuite, on va les raffiner ou les distiller pour aboutir à la pureté recherchée. Et donc, concrètement, on a le même produit, la même molécule. Donc, on peut utiliser toute l'infrastructure existante. 80% de l'énergie dans le monde, ce sont des molécules de ce type. Mais on va réduire les émissions de gaz à effet de serre en cycle de vie de 70, 80, 90% en fonction du mix électrique, du mix chaleur, des designs qui sont utilisés. Et par ailleurs, on va pouvoir le faire dans nos territoires. Donc c'est aussi une occasion, on en parle beaucoup notamment aujourd'hui d'industrie verte, de réindustrialisation. On peut venir produire par cet intermédiaire-là du kérosène ou du méthanol sur nos territoires et donc contribuer à la souveraineté énergétique et à la réindustrialisation des territoires. Très bien. Alors, quels sont les challenges techniques et économiques de la technologie que vous développez chez Élise Énergie pour synthétiser justement ces molécules? Alors, nous, Élise Énergie, contrairement à mes confrères, nous, on ne développe pas des technologies. On est un développeur et un futur opérateur de produits. Notre rôle, c'est de fournir des molécules à nos clients. Les technologies qu'on utilise, si on devait simplifier, on n'a pas de challenge technologique au sens strict du terme, dans la mesure où, de manière contre-intuitive, on repose individuellement sur des briques et des technologies qui sont éprouvées. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas développer nos projets, on ne pourrait pas les financer en allant voir nos banques ou les fonds d'investissement si ce n'était pas le cas. Elles ne financeraient pas des technologies qui, sur ce type en tout cas de taille, n'ont pas été éprouvées auparavant. L'exemple là aussi classique dans l'aérien, c'est le Fischer-Tropsch qui est utilisé depuis près d'un siècle à très grande échelle et qui permet aujourd'hui en Afrique du Sud de produire 30% des carburants qui sont utilisés. Donc il y a évidemment, c'est pas trivial d'aller intégrer ces technologies. Il y a des challenges autour de l'électrolyseur, mais technologiquement, on n'est pas sur une innovation de rupture, on est sur une innovation qui est plutôt d'assemblage et ensuite de mise à disposition du marché avec des difficultés ou des challenges qui sont économiques, dans la mesure où on produit des fuels qui sont en compétition avec des molécules fossiles qui ont des coûts externes. Et donc, il faut arriver à trouver un modèle économique. Et ça passe par la réglementation, bien sûr. Il y a eu beaucoup de choses et je pense qu'on en reparlera. Et puis par des volontés également des clients. Alors les clients qui sont nos consommateurs ou les consommateurs de nos consommateurs qui veulent décarboner, par exemple, leur transport aérien. Alors justement, quel segment de marché pour vous est le plus prometteur pour ces fuels? Vous avez mentionné l'aérien, mais y en a-t-il d'autres? Nous, on a 3 segments de marché que vous avez rappelés en introduction. Donc la chimie, qu'on oublie parfois, mais qui est important, qui consomme des matières premières. Donc ce n'est pas un usage carburant au sens strict, mais on utilise du méthanol pour faire des protéines animales, pour faire des adhésifs. On va les retrouver dans notre vie de tous les jours. On ne le voit pas, mais c'est très important. Et c'est pour nous un marché essentiel. L'aéronautique, évidemment, avec par ailleurs en plus des mandats d'incorporation et puis un certain nombre d'acteurs qui ont pris des engagements forts. Je pense à Air France, par exemple, qui a un objectif de 10% de carburant d'aviation durable en 2030. Et enfin, le secteur maritime, notamment les porte-conteneurs, mais aussi les croisiéristes ou les ferries de forte puissance dans nos cas. Et là encore, on peut prendre un exemple, mais CMA-CGM, c'est 24 bateaux qui ont été commandés au méthanol en un an. 24 bateaux, c'est plus d'1 million, 1,3 million
de tonnes de consommation de méthanol. C'est 2 fois la consommation totale en France aujourd'hui. Donc c'est un marché important aujourd'hui avec des bateaux qui arrivent entre 2025 et 2028. Donc on est dans le temps du déploiement. Avez-vous des concurrents sur une offre technologique identique à celle d'Elys Energy ? Oui, on a des concurrents et on est ravis d'en avoir parce que si on était tout seul, on serait très inquiet. Mais effectivement, on a aujourd'hui beaucoup d'énergéticiens qui font également des projets un peu similaires aux nôtres. Récemment, on organisait un petit déjeuner avec Air France sur la thématique. On avait à nos côtés EDF et Engie, par exemple, ou SAFplus, qui est une entreprise canadienne. Et puis par ailleurs, il y a effectivement quelques pure players comme nous qui se développent sur ces marchés. Beaucoup viennent d'Europe du Nord. C'était traditionnellement les pays où ça a commencé. On a d'ailleurs investi chez certains d'entre eux avant de lancer la société. Je pense à Liquid Wind qui est en Suède sur le méthanol. Très bien, merci pour ces présentations un peu techniques. Je voudrais du coup, cette fois, qu'on parle un petit peu de réglementation. Vous l'avez touché du doigt dans votre intervention. Comment voyez-vous, tous les trois, la réglementation ? Est-ce que c'est un frein ou un accélérateur dans vos segments respectifs ? Et est-ce que, selon vous, il y a des éléments qui pourraient être de nature à favoriser ou au contraire décourager le déploiement de vos technologies ? Alors peut-être je vais commencer par Monsieur Arenal. On a parlé tout à l'heure de TCO, donc je reviens juste de 2 secondes. Donc, par exemple, dans notre solution, avec notre rendement entre 50 et 55%, un camion, on est capable de le convertir aux alentours de 150 000 à 200 000 à l'hydrogène. Et on a un TCO qui est pratiquement équivalent de celui du diesel à l'heure actuelle. Il y a quelques pourcents de différence, c'est tout, quoi. Et pour donc revenir à la réglementation, aujourd'hui, carrément, c'est un frein d'un côté, parce qu'il y a tellement de barrières à lever que même les ministères avec lesquels nous sommes en relation pratiquement tous les mois pour faire évoluer cette réglementation vont permettre d'avancer. Par contre, ils n'ont pas mis tout le contour, c'est-à-dire qu'ils ont écrit une grande feuille de route, mais maintenant, quand on commence à regarder dans les détails, il y a un certain nombre on s'est tiré quelques balles dans le pied. Et ça, c'est en relation, par exemple, avec les Allemands. Il y a quand même des gros bras de fer entre la France et l'Allemagne, parce que l'Allemagne, comme on parle de moteurs à combustion interne, sont quand même leaders dans le domaine. Ils ont des industries et des milliers d'emplois dans le domaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces gens ? Est-ce qu'on veut les convertir en électriciens ? Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'électriciens dans la salle, mais c'est un vrai changement on parlait de paradigme tout à l'heure, mais d'évolution de société aussi. Donc après, comment on avance là-dessus ? Mais là, il y a un vrai challenge pour notre partie au moins, quoi. Merci. Jules, en complément ? On ne peut pas finalement dire que la réglementation nous a pas aidé jusqu'ici, puisque on est aujourd'hui dans une lutte pour le réchauffement climatique. Les gouvernements vont dans cette direction-là, œuvrent pour une réduction des émissions de CO2. Donc il y a un contexte global qui est le bon. Après, comme le mentionnait M. Arenal, finalement, il y a aussi des évolutions qui sont encore à faire, et j'ai envie de dire qui sont à faire assez rapidement, parce que les acteurs internationaux, bon, je pense à d'autres acteurs européens qui ont un petit peu d'avance sur la France sur certaines réglementations, mais aussi et surtout états-uniens et asiatiques sont en train d'avancer très très vite. Et en fait, on avait une avance quasiment de 5 ans en Europe. Et puis moi, je suis allé passer un peu de temps aux États-Unis, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, et je me suis rendu compte qu'ils étaient en train d'accélérer une vitesse qui était assez impressionnante. Et ils ont une latitude sur les réglementations quand ils accélèrent qui est assez forte. Donc il faut qu'on continue d'œuvrer dans le bon sens. Les pouvoirs politiques sont plutôt à l'écoute sur tous ces sujets. Maintenant, il faut que d'un point de vue implantation et mise en place, les choses se fassent et on œuvre pour ça. Différents leviers qui peuvent rendre les solutions plus compétitives plus vite, mais aussi vraiment dans la logistique et la pratique, permettre l'installation de zones de stockage d'hydrogène, de transport d'hydrogène, de mise en place de logistique. Donc tout ça est en train de se mettre en place, mais il ne faut pas freiner, il faut continuer d'accentuer l'avance qu'on avait prise ces dernières années. Merci. Et donc pour finir, Monsieur Decour. La réglementation, pour nous, elle a surtout été très longtemps attendue. On a beaucoup attendu au niveau européen qu'un certain nombre de textes qui sont essentiels pour nous parce qu'ils fixent quel type d'électricité on peut utiliser, notamment ici en France, quelle est la place du nucléaire dans la production d'hydrogène bas carbone, quel type de CO2. Et donc, on est d'abord ravis que cette réglementation, en quelques semaines, au niveau européen, se soit cristallisée et sorte. Je pense à RED 2, je pense à RED 3, je pense aux initiatives spécifiques sur le maritime et l'aviation. C'est des réglementations qui sont parfois inutilement complexes et alambiquées, qui ne sont pas parfaites en termes de neutralité technologique entre le renouvelable et le nucléaire, mais néanmoins qui ont le mérite d'exister et de reconnaître un rôle au nucléaire et de nous permettre, en tout cas à nous, porteurs de projets,
de développer nos projets et désormais d'accélérer et de les financer parce qu'on a dû faire beaucoup de choix sans connaître la réglementation à risque. Et donc, désormais, on a de la stabilité. Donc ça, c'est très important. Et maintenant, on attend la déclinaison française, avec beaucoup de textes qui sont attendus. Je pense à l'actualisation de la stratégie pour le déploiement de l'hydrogène. Et globalement, on attend surtout de connaître sous quelle manière, dans quelle quantité, à quel prix, l'électricité bas carbone, le parc électronucléaire, sera mis au service des filières qui auront été identifiées comme stratégiques par l'État. La production de carburant d'aviation durable, par exemple. On est dans un GT un groupe de travail qui doit rendre ses conclusions au Bourget dans un gros mois. Donc voilà. Donc maintenant, on attend. Donnez-nous des térawattheures bas carbone, nucléaire, renouvelable, parce que c'est ça qui va nous permettre de produire ces molécules et de les produire de manière compétitive ici en France pour nos clients. Très bien. Donc vous parlez effectivement de bas carbone. Est-ce que pour tous les trois, l'origine de l'hydrogène et sa possible certification avec garantie d'origine, donc, est-ce que c'est un élément important pour vous et aussi surtout pour vos clients qui mettent en œuvre vos solutions? Est-ce qu'ils veulent vraiment de l'hydrogène vert ou ils peuvent s'accommoder de l'hydrogène gris actuel? Ce sera un élément indispensable et ça doit l'être, parce que sinon, quel est l'intérêt de faire ces solutions-là si l'hydrogène est carboné au départ? À l'inverse, je pense qu'il ne faut pas être extrémiste, dans le sens où il va avoir besoin d'avoir un mix pour lancer l'ensemble de l'écosystème hydrogène, le faire accélérer à la vitesse qui soit la bonne, pour avoir un impact à horizon 2030 qui soit le plus important possible. Et ça passera par un mix au départ d'hydrogène potentiellement produit à partir d'énergie nucléaire, mais aussi d'autres énergies. Donc il faudra tolérer sûrement un mix entre maintenant et 2027-2030 au plus tard, même si jamais tout de suite il faut vraiment enclencher les capacités de production d'hydrogène vert. Mais de l'ensemble des discussions qu'on peut avoir avec les acteurs de la chaîne aujourd'hui, la transition elle est en train de se faire et de se faire de manière forte. Donc le mouvement est en marche et une réglementation qui aura une transparence totale sur l'origine de l'hydrogène, une mise en place autour de 2025-2026 semble vraiment pertinente. Monsieur Decour, vous partagez ce point de vue également pour vos applications? Oui, nous on est la baseline ou le point de base, c'est évidemment de décarboner. Et de ce point de vue-là, il y a des réglementations européennes, 70% de réduction au minimum en cycle de vie par rapport aux références fossiles. Et ensuite, nos clients, ils se conforment en général à les réglementations, donc il n'y a pas forcément de préférence nette entre le nucléaire et le renouvelable. Nous, on a des projets en France qui vont être fortement alimentés par du nucléaire. On a également des projets en Espagne et au Portugal où là le design est très, très variable, enfin très différent en tout cas. On est alimenté en direct avec des parcs éoliens et solaires. Donc voilà, maintenant on connaît la réglementation, il faut la décliner, donc avec des mécanismes de certification qui se mettent en place, des choses comme Certify par exemple au niveau européen, pour nous assurer qu'on répond au cahier des charges de nos clients et qu'ils peuvent se prévaloir de la réduction d'émissions en gaz à effet de serre qu'ils auront acheté, parce qu'ils achètent une molécule pour un pouvoir calorifique, pour des propriétés chimiques et pour un pouvoir décarbonant, et c'est bien ce pouvoir décarbonant qui justifie le premium. Monsieur Arenal, même point de vue? Là, je vais parler au point de vue des clients, parce qu'on a pas mal de clients potentiels avec qui on discute, des gros players, et c'est un impératif pour eux, quoi. C'est même pas pensable d'envisager quelque chose de différent. Et de toute façon, pour le bien commun, c'est pas pour dépolluer d'un côté, pour polluer de l'autre de toute manière, quoi. Tout à fait, parfaitement en phase. Donc on vient de parler de l'origine de l'hydrogène. Peut-être là, je vais me tourner vers Monsieur Decour pour l'origine du CO2. Vous avez besoin de CO2 dans votre procédé pour faire ces e-fuels carbonés. Il peut être d'origine biogénique ou pas, s'il est capté sur des fumées d'usine, par exemple. Est-ce que la question de son origine et potentiellement de son prix, du coup, est un sujet important pour votre activité et le déploiement de votre offre? C'est effectivement un sujet, et de manière contre-intuitive, on peut avoir une problématique de disponibilité du CO2 dans nos filières. À court terme, on n'en a pas de problématique majeure. On se concentre sur le CO2 biogénique. On travaille aussi beaucoup sur le CO2 industriel dit non évitable. Donc, c'est typiquement des procédés comme les cimentiers. Quand on produit du ciment, par définition, on produit du CO2 pour la partie process, à distinguer de la partie énergétique pour laquelle on peut se passer de sources carbonées. Donc voilà, donc nous on travaille sur ces deux segments-là. Aujourd'hui, là encore, c'est en lien avec la réglementation. À horizon 2041, le CO2 industriel en Europe ne sera plus admissible, on ne pourra plus l'utiliser. C'est pour nous un sujet, parce que si on devait arriver au niveau de déploiement qui sont attendus, on pourrait avoir une contrainte de CO2. Et à titre personnel, je trouve ça absurde
d'aller chercher du CO2 dans l'air avec des taux de concentration très faibles qui nécessitent en conséquence beaucoup d'énergie, si on en a à côté du CO2 industriel qui, lui, continue d'être émis. Donc, il y a des discussions au niveau européen pour avoir des exemptions, pour aller un petit peu plus loin. Donc, ça peut être un sujet pour demain, mais ce n'est pas un sujet pour aujourd'hui. Très bien, merci. Alors, on vient de parler des combustibles carbonés, mais il existe aussi des e-fuels non carbonés comme l'ammoniac. Qu'est-ce que vous en pensez de cette option ? Alors, ne développant pas de projet dans l'ammoniac, je vais être prudent, mais c'est un vecteur qui est important. C'est d'abord une matière première qui est essentielle pour la production d'engrais, notamment pour l'agroalimentaire, et donc c'est un sujet de décarbonation qui est très important, notamment ici en France. On importe près de 1,1 million de tonnes par an de méthane d'ammoniac, ça correspond à 200 000 tonnes d'hydrogène importé, gris, produit par électrolyse de l'eau dans le cadre des procédés. Donc d'abord, il y a une question de décarbonation de cette filière et d'une filière qui est stratégique parce que tout ce qui est agroalimentaire est par définition stratégique dans un pays. Ensuite, on a une question qui est l'utilisation de l'ammoniac notamment comme vecteur dans le maritime, où là, il y a une compétition d'usage avec le méthanol par exemple, avec des avantages et des inconvénients. L'ammoniac a un avantage, c'est qu'il n'a pas de carbone. Donc sur le point d'usage, il n'y aura pas de carbone. En revanche, il y aura d'autres problématiques de toxicité ou d'émissions qui peuvent se poser. On verra ce que dit le marché. Là, pour le coup, c'est nos clients qui feront leur choix. Ce qu'on juge aujourd'hui, c'est qu'à court terme, on peut utiliser du méthanol. Les moteurs à méthanol sont disponibles, les bateaux sont commandés, la réglementation de soûtage, d'avitaillement est disponible. Et donc, il y a un marché à court terme sur lequel on se positionne. Demain, est-ce que certains bateaux LNG seront rétrofités pour faire de l'ammoniac ? Peut-être. Mais là-dessus, je suis toujours prudent sur les projections pour pas qu'on me les rappelle dans quelques années. Toutes les options sont encore ouvertes. OK. Alors, vous avez tous les trois vos installations et vos usines en France. Est-ce que vous pensez que l'IRA américain, le Inflation Reduction Act, peut être un souci et un risque pour les acteurs européens du secteur de l'hydrogène compte tenu de leur politique d'aide assez offensive ? On peut en parler parce qu'on est directement en contact avec l'Amérique, étant donné qu'on a des actionnaires là-bas. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Amérique, ils subventionnent aux alentours de 3 € le kilo d'H2, contrairement à la France. Et ça veut dire que sur certaines applications, l'hydrogène peut devenir pratiquement gratuit. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Alors qu'en France, l'hydrogène gratuit, j'en connais pas beaucoup. Par contre, je crois qu'il y a des choses qui sont dans le pipe et qui vont permettre peut-être d'aider sur le sujet. Le risque pour l'Europe, moi ce que je vois, c'est que les fonds, donc les investisseurs, vont regarder à deux fois entre l'Europe et les États-Unis. Mais au niveau technologique, de toute façon, nous on a prévu d'aller tout de suite aux US aussi, au Canada, à suivre. Il faudra faire les deux de toute manière. Donc on n'est pas dans la position où on confronte l'Europe au reste du monde. De toute façon, on est sur la même planète, donc il faut qu'on décarbone toute la planète. Est-ce que c'est le même point de vue pour vous deux ? Oui, juste en complément, moi c'est le même point de vue. Seulement une petite remarque, c'est de dire finalement, les Américains ont fait l'Inflation Reduction Act. Il y a moins d'informations dans certains pays asiatiques, mais c'est déjà le cas en fait depuis plusieurs années sur des systèmes qui sont similaires. Donc ça signifie une seule chose, c'est qu'en Europe, il faut mettre en place ce type de système pour accélérer l'écosystème et être compétitif, surtout pour les investisseurs et les écosystèmes, puisque sinon les projets vont se faire ailleurs. Et côté e-fuel, du coup ? Côté e-fuel, pour nous, c'est évidemment un risque parce que ça a été rappelé, les fonds et les talents sont mobiles. Et donc, une partie pourrait être aspirée par les États-Unis. Néanmoins, pour nous, ça a aussi été une source sans doute d'accélération parce que je ne pense pas que la réglementation européenne qui a été attendue depuis 5 ans pour certains textes serait sortie aussi vite s'il n'y avait pas eu l'IRA. Et donc, d'une certaine manière, ça met aussi l'Europe dans la seringue. On a été historiquement en retard dans les années 2000 sur les États-Unis et l'Asie sur les questions d'hydrogène de e-fuel. On a rattrapé notre retard parce qu'on a continué à investir post-révolution gaz de schiste. Et maintenant, on est de nouveau en compétition. Mais voilà, ça a été, pour nous, à la fois c'est un risque, mais ça nous a quand même surtout permis d'avoir des règles du jeu qui nous permettent de développer les projets. Et ça, de ce point de vue-là, c'est quand même une vraie satisfaction indirecte. Parfait. Alors avant de donner la parole au public, je voudrais terminer par une question qui est presque philosophique.
On parle souvent de décarbonation des usages et la mobilité évidemment ne fait pas exception. Mais quand on utilise l'hydrogène comme combustible, le terme est particulièrement adapté. Mais quand on parle de e-fuel qui contiennent du carbone, comme on l'a vu tout à l'heure, dans leur composition, ce terme-là est-il bien adapté et ne faudrait-il pas plutôt parler de défossilisation en considérant un carbone du coup qui lui soit renouvelable? Alors, on partage le terme de défossilisation, mais globalement, effectivement, l'idée, c'est d'avoir une approche circulaire. C'est-à-dire que dans nos produits, on prend du carbone dans un procédé industriel et puis on continue à l'émettre sur un point d'usage. Donc toute la question, c'est celle de l'efficacité de la chaîne. Mais l'idée, c'est de garder en tête que le carbone pose un problème, effectivement, dans les émissions qui ont été celles liées aux activités industrielles, mais qu'il est nécessaire pour un certain nombre d'activités qui sont au cœur de nos modes de vie modernes. Et donc, de ce point de vue-là, l'idée, c'est d'arriver à trouver cette logique circulaire. Et le terme de défossilisation marche mieux, mais il n'est pas forcément entendable. Donc, on se garde de trop l'utiliser. Très bien, merci. Écoutez, je vous propose de remercier nos 3 orateurs et de vous laisser la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Bonjour. Vous avez parlé d'ammoniac et de méthanol, mais il y a aussi les carburants paraffiniques qui sont aussi une autre solution et qui permettent aussi de rendre les motorisations thermiques un petit peu plus propres. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ou pas? C'est la première fois que j'entends parler de ce mot, donc si vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que vos fameux carburants, pardon, ça serait très volontiers. Les carburants paraffiniques, c'est comme le e-gasoil, la e-essence, etc. Ça permet de réutiliser toute l'infrastructure qu'on a déjà, et les motorisations qu'on a déjà dans nos véhicules peuvent utiliser ces carburants. Alors déjà, je me méfie des e-carburants parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, il faut surtout un carburant qui n'émet pas de CO2 à la fin. Donc, vous pouvez utiliser tous les I que vous voulez, mais si à la fin, vous émettez du CO2, il faut 0 CO2. Donc, ce n'est pas 90% ou 95%, c'est 0. Donc, après, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, comme le e-méthanol, qui émet du carbone. Ça a été l'objet de la table ronde, je pense, si les messages ne sont pas passés. Non, mais moi, je veux bien réagir. Donc, sur le routier, nous, on ne travaille pas sur ces applications parce qu'on considère qu'il y a d'autres solutions qui, aujourd'hui, sont plus efficaces que les nôtres. Dans le maritime, il y a un avantage du méthanol par rapport à d'autres solutions, c'est que ça permet de réduire considérablement les émissions de polluants atmosphériques. On élimine quasiment les SOx, les PM et les NOx de 60%, ce qui est un sujet majeur pour nos consommateurs, puisqu'ils sont soumis à des réglementations, notamment vis-à-vis des riverains. Donc c'est dans cette optique-là. Après, quand on va produire du kérosène en Fischer-Tropsch, on a un gros projet qui s'appelle Biotijet en France. On a des coupes qui pourraient être du diesel. Pour l'instant, on l'utilise sous forme de nafta pour des usages pétrochimiques. D'autres de nos confrères, notamment en Allemagne, ont des applications qui sont routières. Bonjour, merci pour ces présentations qui sont extrêmement intéressantes. Je m'appelle Vincent Trouche et je m'intéresse à l'économie de l'hydrogène. Par rapport au projet de production de ces carburants, de ces nouveaux carburants qui sont neutres en carbone, et je pense au projet porté par Élise Énergie ainsi que d'autres développeurs. J'aimerais comprendre si, au-delà des effets d'annonce des pouvoirs publics et des sociétés, vous observez que d'un côté vous avez des financements sous forme de dette et que vous avez des commitments de la part de ces grands groupes pour des off-take sur le long terme. En gros, observez-vous réellement une traction commerciale avec des acteurs qui s'engagent sur le long terme et une disponibilité des financements privés pour financer ces installations? C'est une bonne question. Pour partager ce qui est partageable dans les limites du secret des affaires, globalement, il y avait une contrainte qui existait, qui était la réglementation. Je l'ai rappelé tout à l'heure, mais tant qu'on ne pouvait pas connaître le type d'électricité qu'on pouvait utiliser et donc sécuriser ces approvisionnements électriques qui représentent 60% de nos coûts, on ne pouvait pas fondamentalement donner un prix définitif à nos off-takers qui pouvaient en conséquence pas s'engager, et ça bloquait des financements. Donc c'est pour ça que pour nous, la réglementation, l'IRA, j'ai beaucoup insisté dessus, mais c'était essentiel
Désormais, on peut avancer. On a tout pour avancer. Alors, la chose qui est permise pour des sociétés comme les nôtres, indépendantes, c'est pour ça qu'on l'a précisé, c'est qu'on a pu investir depuis 3 ans de manière assez significative dans nos projets pour être au rendez-vous au moment où la réglementation sera disponible. Donc, on a fait tout le travail préliminaire d'études d'ingénierie, d'études de danger, d'études environnementales pour sécuriser les fonciers, pour sécuriser le CO2, pour sécuriser les utilités, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a besoin d'eau, on a besoin de chaleur, on a besoin d'azote. Et pour faire tout le travail préliminaire avec les acteurs que vous avez cités, donc avec l'État ou des fournisseurs électriques pour l'électricité, avec les financiers pour comprendre les exigences qui seront les leurs au moment des décisions finales d'investissement, et avec les off-takers pour travailler sur des choses qui sont quand même lourdes pour eux, qui sont une modification de paradigme, parce que quand vous êtes une compagnie aérienne, vous achetez en spot, et avec des gens comme nous, vous allez acheter sur 7-10 ans d'engagement, avec des take-or-pay, et avec des indexations qui ne sont plus des indexations sur des prix du pétrole, mais des indexations avec une exposition électrique. Donc aujourd'hui, tout ça est en place et se sédimente pour arriver à des décisions d'investissement qui sont attendues à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, nos projets, fin d'année ou début d'année ou année prochaine, mais à peu près dans ces eaux-là, pour finaliser le travail avec ces différents groupes. Donc off-taker, financier, ça peut être de la dette bancaire, mais ça peut être aussi des fonds d'investissement qui rentrent dans les sociétés projets. Voilà, on a besoin de tous ces éléments-là, de les sécuriser pour être en capacité de prendre cette décision finale d'investissement. On pourrait rajouter un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui est sécuriser également l'approvisionnement en électrolyseurs, qui est un sujet important. Pardon, je vous entends pas. Aujourd'hui, les échanges sont favorables et on a des gens qui veulent faire et qui se mettent en situation de faire. Bonjour, Edouard Orcade de Bleu Capsule. On a parlé de décarboner en défossilisant, de défossiliser sans forcément décarboner. On peut aussi décarboner sans défossiliser. Donc il y a des solutions très pragmatiques qui sont mises en place par les industriels de maintenant pour faire de la capture de carbone, aussi pour faire de l'hydrogène turquoise, c'est-à-dire partir de méthane, utiliser possiblement la chaleur décarbonée et faire l'hydrogène en capturant le carbone. Voilà. Il y a un écosystème assez dense. Quelle est votre vision sur le rôle de ces énergies peut-être de transition et la place qu'elles vont prendre dans le marché de l'hydrogène décarboné ? Oui, alors c'est vrai qu'on parle d'hydrogène turquoise, du bleu, du vert, dans tous les sens. Bon, l'idéal, on en revient, il faut, à long terme, de toute façon, il faut du vert, quoi qu'il arrive. Mais après, il faut rester pragmatique, il faut faire aussi avec ce que l'on a. Donc, entre le pétrole que l'on a, de toute manière, qui émet des produits nocifs pour l'homme et pour la planète, si on passe par du turquoise et tout un tas de couleurs avant, en étant pragmatique, moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'installe dans quelque chose de durable et que dans 20 ans, on soit toujours au turquoise, quoi, hein. Si c'est des choses de transition, il n'y a pas de problème. Par contre, il va quand même se passer une chose au niveau de la planète par rapport à notre fameux pétrole. Moi, j'ai des collègues qui ont été dans le pétrole. Il y a 30 ans, pour sortir 100 barils de pétrole, il fallait 1 baril de pétrole en énergie. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, alors que c'est la même génération, c'est les mêmes qui sont à la manœuvre, pour sortir 10 barils de la Terre, il faut 1 baril. Vous imaginez ? Donc ça veut dire que la génération d'aujourd'hui, dans quelques années, pour sortir 1 baril de pétrole, il faudra 1 baril de pétrole. Donc de toute façon, dans tous les cas de figure, on a une problématique. Dans tous les cas de figure. Et quand on va le chercher à 8 000 mètres de profondeur, déjà c'est des prouesses technologiques énormes. Je suis toujours admirable d'aller chercher quelque chose à 8 km au fond de la Terre de toute manière. Mais de toute façon, on a quelque chose à faire. Donc après, toutes les solutions sont bonnes à prendre. Il y a plein de manières différentes de fabriquer de l'hydrogène. J'ai encore appris l'autre jour, j'étais à un colloque à la Sorbonne, on peut fabriquer de l'hydrogène avec des bactéries qui fabriquent de l'hydrogène, c'est-à-dire qu'à partir de nos centrales d'épuration, on fabrique de l'hydrogène aussi. Et là, alors je ne sais pas comment on l'appelle, mais il n'émet pas de carbone et il est tout à fait vert. Voilà. Donc moi je connais au moins 4 manières de fabriquer de l'hydrogène et aussi sans forcément d'électricité.
c'est ce qui est aussi intéressant à l'avenir, quoi, hein. Et on a parlé tout à l'heure de local, mais je pense que si on raisonne de façon globale, il faut penser au local. Et plus on arrivera à produire de toute façon l'hydrogène en local, moi je préférais qu'on produise l'hydrogène à Lyon pour des applications sur Lyon, à Brest pour des applications sur Brest et à Belfort pour des applications sur Belfort, quoi, plutôt que de ramener une molécule de chez nous, de je sais pas où, quoi, hein. Voilà, donc ça c'est ma vision personnelle par rapport à ça. Jules, un complément peut-être? Juste en complément, finalement, il y a toujours deux moyens de faire de l'innovation, hein, l'innovation incrémentale ou l'innovation de rupture. Bon, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces innovations? C'est parce qu'il y a une urgence climatique, hein, c'est à l'origine de toutes ces évolutions. On peut avoir de l'innovation incrémentale qui amène finalement une accélération de l'écosystème global, dont j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais à la fin, il nous faut une innovation de rupture. Donc il faut être sûr qu'on ne ralentisse pas l'arrivée et l'émergence de cette innovation de rupture par un nombre d'innovations incrémentales qui, elles, ne sont que complémentaires et qui ne sont pas une réponse complète au problème. Donc aujourd'hui, moi je suis un petit peu frileux quand même sur tous ces sujets et assez méfiant. Et finalement, il y a tellement d'autres moyens de faire de l'hydrogène vert et d'accélérer avec une transition. Je pense notamment à l'hydrogène nucléaire. Aujourd'hui, la production d'électricité nucléaire, elle est en grande partie gaspillée puisque les centrales n'ont pas de variabilité dans leur fonctionnement pour des raisons de coût. Et finalement, on peut produire de manière locale, et là je reprends le sujet de M. Arénal, de l'hydrogène en fin de cycle sur ces centrales nucléaires quand la demande, il y a une inadéquation entre la production des centrales et la demande sur le réseau. Bien, nous sommes à la fin du créneau de cette table ronde. Je propose de remercier encore nos trois orateurs et merci à vous pour votre participation.